Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief, reportage VIP Presse Adam Brandt, RVPB. Un jour à Cannes, en direct et en podcast, là actuellement à l'heure où vous nous voyez, depuis le Festival de Cannes 2019, en ce vendredi 17 mai, depuis la Croisette. Voilà, alors aujourd'hui, notre journal est en format assez long pour vous donner le maximum d'infos. On a pu participer à 3 conférences de presse, donc vous allez pouvoir en écouter quelques extraits. Je vais vous présenter les 6 films du jour qui ont été projetés au Grand Théâtre Lumière. Et ensuite, je vous donnerai quelques infos, notamment un sur le CNC. Il y avait une table ronde aujourd'hui et on parlera rapidement du cinéma de la plage à la fin de la journée. Voilà. Donc aujourd'hui, programme chargé au Palais des Festivals avec 6 films présentés au Grand Théâtre Lumière, dont 2 nouveaux qui sont entrés aujourd'hui en compétition de la sélection officielle. 2 ont été rediffusés de la veille et 2 ont été projetés mais étaient classés hors compétition. Donc aujourd'hui à 8h30, les projections ont démarré avec Sorry We Missed You de Ken Loach, film donc qui nous provient du Royaume-Uni. Alors concernant l'histoire, à Newcastle, Ricky et sa famille se battent contre la précarité depuis quelques années. Pourtant, ni Ricky ni son épouse Abby n'ont cessé de travailler. Alors qu'il est temporairement sans emploi, Ricky voit dans l'opportunité de devenir chauffeur-livreur à son compte avec son propre camion une formidable occasion de s'en sortir. Abby, aide-soignante à domicile, l'aide à réaliser son projet en vendant sa propre voiture. Mais Ricky doit rendre des comptes à la société de transport qui lui assigne ses courses et contrôle son travail et finalement sa vie ainsi que celle des siens. Commence alors pour toute la famille et la spirale infernale des pièges de l'ubérisation. Ensuite, sur ce film, il y avait comme casting, comme acteur, actrice Chris Hitchens, Debbie Honeywood, Rhys Stone et la petite Cathy Proctor. Ensuite, ce matin à 11h a eu lieu la projection. Alors il a déjà été projeté hier au Grand Théâtre Lumière en soirée et il y a eu donc la 2e projection du film Rocketman de Dexter Fletcher. Donc ce film, pour vous l'expliquer, il raconte la vie hors du commun du chanteur international Elton John depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide en une superstar mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante sur fond des plus belles chansons de la star interprétée par Taron Egerton nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province qui est devenu donc une icône de la pop culture mondiale. Jamie Bell est le compositeur, parolier et ami de longue date d'Elton John, Bernie Taupin. Richard Madden interprète le premier manager d'Elton, John Reid. Et Bryce Dallas Howard joue la mère de l'artiste, Sheila Farbrother. Voilà donc ce film, réalisé par Dexter Fletcher et qui nous provient du Royaume-Uni, a donc été projeté ce matin à 11h. Et ensuite, vous pouvez l'entendre dans notre journal Le Débrief. Vous aurez une partie de la conférence de presse de ce film avec les personnalités présentes. Ensuite, à 16h30 a été projeté le film Little Joe de Jessica Osner. C'est un film en compétition long métrage, un film autrichien. Alors on va parler rapidement du synopsis de ce film. Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevrotnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Alice enfreint le règlement intérieur de sa société en offrant une de ses fleurs à son fils adolescent Joe. Ensemble, ils vont la baptiser Little Joe. Mais à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa création. Peut-être que cette plante n'est finalement pas aussi inoffensive que le suggère son petit nom. À 19h30 a été projeté le film Dolor y Gloria, Douleur et gloire de
Pedro Almodovar. Concernant le synopsis de ce film, Salvador Malo, un réalisateur en souffrance, fait une série de retrouvailles, certaines en chair et en os, d'autres par le souvenir, son enfance dans les années 60, en quête de prospérité. Il émigre avec ses parents dans un village de la région de Valence. Le premier désir, son premier amour d'adulte dans le Madrid des années 80. Et la douleur de la rupture de cet amour encore vif et palpitant. L'écriture comme unique thérapie pour oublier l'inoubliable. La découverte précoce du cinéma et l'insondable vide face à l'incapacité de continuer à tourner. En retrouvant son passé, Salvador ressent le besoin pressant de le raconter et c'est grâce à ce besoin qu'il trouve son salut. Voilà ce film de Pedro Almodovar qui nous vient tout droit d'Espagne. Le casting, eh bien évidemment, on va le donner puisqu'il y a quand même Antonio Banderas et Penélope Cruz. Ensuite, à 22h30 ce soir, est diffusé le film Too Old to Die, Young North of Hollywood, West of Hell, de Nicolas Winding Refn. Un film hors compétition qui nous vient des États-Unis. Concernant l'histoire, l'inspecteur Martin Jones mène une double vie. Il est également tueur à gages pour la pègre de Los Angeles. Sous l'emprise de Vigo, un mystérieux justicier tourmenté par des visions d'apocalypse, Martin s'enfonce peu à peu dans une crise existentielle qui va le plonger dans un univers sanglant de violence et de meurtre. Cette sombre odyssée entraînera Martin vers les déserts du Nouveau-Mexique où sévissent deux frères satanistes aux notions du bien et du mal très personnelles. Là, je vous propose maintenant d'écouter les 3 conférences de presse qui étaient programmées aujourd'hui, dont nous avons quelques extraits. À 10h30, il y avait Atlantique de Mati Diop. Ensuite, à 11h30, Sorry We Missed You de Ken Loach. Et à 13h30, Rocketman de Dexter Fletcher, hors compétition. Alors tout de suite, la conférence de presse du film Atlantique de la française Mati Diop. Aussi pour la caméra d'or à Cannes cette année. J'ai l'immense plaisir de vous présenter un grand nombre d'artisans qui nous présentent le film. Je vais commencer à l'autre bout de la table avec les 2 productrices françaises du film, Ève Robin et Judith Lévy. Bonjour. Bonjour. Leur maison de production, Les Films du Bar. Alors, le court-métrage Atlantique avec un S que j'ai réalisé en 2009 est un film que j'ai dédié à un jeune homme qui s'appelait Sérine et que j'ai rencontré par l'intermédiaire de mon cousin, avec qui à l'époque je passais la plupart de mon temps. En fait, ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée au Sénégal et mon besoin de retour vers mes origines a vraiment coïncidé avec le moment où j'ai décidé de m'engager vraiment dans le cinéma et de faire des films. Donc en fait, mon vrai départ en tant que réalisatrice dans le cinéma et le besoin de me reconnecter à mes origines est vraiment interconnecté. Et quand j'ai fait ce retour au Sénégal, je suis arrivée à une période très particulière. Donc c'était en 2009, au moment où énormément de jeunes quittaient le Sénégal pour rejoindre l'Espagne, pour fuir à l'époque un chômage énorme et donc partaient dans la perspective d'un avenir meilleur. Et c'était je suis vraiment arrivée dans une période très sombre, et je me suis pris ça en pleine face et j'ai décidé de mettre mon cinéma et les outils que j'avais en ma possession au service de cette situation et des personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai décidé de faire un film avec un garçon qui, lui, avait envie de partager son histoire, de raconter son histoire, en l'occurrence à ses 2 amis, dont mon cousin, et on a fait en une nuit un court-métrage, donc Atlantique,
qui enregistre, qui recueille le récit de Sérine, son voyage en mer de Dakar jusqu'en Espagne. Au-delà des raisons du départ en mer, ce qui m'intéressait, c'était vraiment j'avais besoin de retrouver ce premier court-métrage, que la dimension mythologique et fantastique de ces traversées en mer m'est apparu. En tout cas, c'est comme ça que je les ai observées, que je les ai appréhendées. Et je sentais que c'était aussi une manière de pouvoir raconter l'histoire des disparus en mer à travers le point de vue d'une jeune femme, et donc du coup d'exprimer les choses au plus proche de moi, c'est-à-dire que j'ai ressenti tellement de choses lors de cette période. Enfin, déjà la manière dont beaucoup de choses m'ont marqué, m'ont beaucoup la manière dont il y a 3 choses précises. Il y a le fait que quand de son projet, mais pas du tout. Elle m'a juste parlé de voulait faire un film. Au départ, j'étais pas trop intéressé. Mais quand même, j'ai écouté, parce que quand quelqu'un vient vous parler, vous l'écoutez. Donc du coup, elle m'a laissé sa carte. Et c'est une semaine après que j'ai tiqué la carte. Puis j'ai dit, ok, je vais appeler. Quand j'ai appelé, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis venu, ils m'ont fait un casting. Et ça s'est bien passé. Ils m'ont appelé encore. Et je suis revenu, ils ont approfondi. Ça s'est bien passé. Elle a aimé, elle est revenue à Dakar. On s'est vu et elle m'a fait cette demande de mariage, si je pouvais avoir le rôle. Sinon, pour les tournages, c'était extraordinaire. Ça fait partie de mes meilleurs moments de vie. Je pars au cinéma, je suis un grand cinéphile. Et voilà. Et d'ailleurs, j'avais ajouté un S au court-métrage parce que, à travers le récit de Sérine, je voulais aussi évoquer d'autres traversées en mer antérieures. C'était difficile, je trouve, de ne pas penser à des histoires antérieures comme celle de la traite négrière et aussi des voyages qui ont été faits par les colons d'Europe vers l'Afrique. Et d'ailleurs, quand j'ai fait traduire le récit de la traversée en mer de Sérine en 2009, j'ai vu le radeau de la Méduse de Guérico. Je ne pensais qu'à ça, il était comme à l'intérieur du texte de Sérine. Et c'est en me renseignant sur le fait divers qu'il y a derrière le radeau de la Méduse que j'ai découvert l'histoire de son naufrage, d'un bateau, d'un navire négrier qui est parti des côtes, qui est parti de Nantes jusqu'à Dakar. Dans l'écriture, je devais prendre donc alors comment ça s'est élaboré. J'ai vraiment voulu rendre... En fait, je pense que la première vision, la première idée, c'était vraiment de faire de l'océan un complice de ces départs en mer. Je voyais l'océan comme une force surnaturelle qui avalait la jeunesse dans ses tréfonds. Rôle de Dior à part. Parce qu'en fait, il fallait vraiment travailler pour Amadou et toutes les personnes qui tombaient en transe dans le film, Fanta, Amina. Il fallait vraiment travailler la dimension physique, évidemment, de ces transes. Et c'était très important que ce soit physique, organique, impressionnant, que ce soit pas... il y avait une vraie préparation physique à trouver. Et en pleine répétition, j'ai pris Nicolas part et je lui ai dit, j'aimerais qu'on essaye quelque chose. On est en répétition et tout d'un coup, tu vas simuler une transe. Et voilà, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on va devoir trouver. Et 3 semaines plus tard, j'étais à Tiaroy en répétition avec le groupe des garçons du chantier. On était en train de commencer à travailler et il y a un jeune homme qui fait partie de ceux qu'on voit dans le groupe de travailleurs qui est tombé dans les pommes. En fait, il commençait une impro et il est, je sais pas comment dire, il est parti en transe.
Et alors, deux des acteurs me disaient bon Maxi, c'est bon, tu me l'as déjà fait une fois. Sauf qu'en fait, j'avais rien orchestré du tout. Et il est vraiment tombé en transe. Et c'était justement à l'heure où les esprits sont censés sortir au Sénégal, au coucher du soleil. Tu en parleras peut-être mieux que moi, mais c'est l'heure où les esprits sortent, où les esprits circulent en fait. C'est en discussion actuellement. À l'automne. Ouais. À l'automne. Alors, les gens qui regardent la télé devront malheureusement patienter encore quelques mois. Merci beaucoup d'être là, d'être venu. Félicitations pour ce film. En tout temps, même. Voilà, donc c'est la fin de cette conférence de presse pour le film Atlantique de Mati Diop, qui était donc son premier long métrage, qui est donc d'une durée de 1h44. Alors Mati a expliqué qu'initialement elle avait fait un court métrage qui s'appelait Atlantique avec un S, et ensuite ce long métrage Atlantique sans S. 3 actrices étaient dans la salle, faute de place sur la scène de la conférence. Ensuite, les 2 acteurs Amadou Mbo et Ibrahima Traoré ont évoqué le casting sauvage et leur participation à ce long métrage à Dakar. Mati Diop a évoqué également quelques anecdotes du tournage, comme vous l'avez entendu. Et pour terminer, la sortie du film est prévue à l'automne 2019. Alors vous allez pouvoir écouter dans quelques secondes des extraits de la conférence de presse du film Sorry We Missed You de Ken Loach, film du Royaume-Uni. Sorry We Missed You. Bienvenue à la conférence de presse de la projection du film Sorry We Missed You. Et je vous présente les personnes qui sont ici à cette table avec nous. And allow me to introduce the people who are sitting with us. Almost at center. He's been coming to... Now, if you allow me, since you guys, the family guys, are sort of unknown to us, you are so natural and so on the money, if I may say so, in the film that we have no idea where you came from. Do you have any kind of similar background to the characters you portray? And how did you land on, and that the question of course is directed to Mr. Love and to Rebecca and to Paul. Well, Newcastle is a small city in the north, and it's got a very strong character. It's a little separate from the rest of the country. It's had a very strong tradition of struggle. The area has the old industries of coal mining and shipbuilding, which have now gone, and of course it's been neglected. There's very few new industries coming in, so people have really struggled. So they know the story like this one and the previous one of the most vulnerable people in a film before this Daniel Blake. It's got a very distinctive voice, a distinctive sense of humour, born from those years of industry and struggle. It's a beautiful place to be in, to look at. It has all the social hierarchies, so there is wealth there, but there's a lot of poverty and a lot of people, I guess the majority, maybe will know better than me, but the majority just struggling, really struggling to get on. So it's a microcosm of Britain, but in a very contained place. Into the Amazon, and at the end of the estuary was Jeff Bezos' big mouth, soaking up all the profit. And that's exactly what's been happening. If we were cartoonists, we could draw it. But in many ways that encapsulates just how technology is used for maximum wealth. And we thought, let's try and do this through the story of a driver. And the other big question, of course, is the most important things that we do, looking after our old people, our communities. Again, that's subcontracted, precarious work, 0-hour contracts. And so, 2 different really important aspects of our lives, all refracted through one family. And the whole idea of work is you look after your family. And the reality is now, for millions, work deprives us of spending time with our loved ones, which is absolutely bonkers, but it's the logical consequences of the market. How do they do it?
They do it by providing the best service they can or goods for the lowest price. How do they get the lowest price? By cutting wages. That means weak trade unions, it means vulnerable workers, it means all the things we've talked about, so that the working class is weak. And they can be turned on and off like a tap. And that's built into the system. And we had what we called fake left politicians, like Miliband, Ed Miliband, and previous that went before him, even more, well, Blair, we don't even mention that. But they talked about this mythical piece, caring capitalism. And it's, everyone talks about it, but no one's ever seen it. Where is it? Because it cannot, if we believe in the free market, the state should give to vulnerable people, and it was lucky, it went quite well, and people here were very generous to it. The government haven't given an inch. It is still as cruel. They still use hunger as a weapon. And charity food banks, giving food to people who can't eat, unless you put a tin in a can in the supermarket, that's increased in the last year alone by 18%. Charity food, 18% in 1 year. We made the film 3 years ago. So they will not change. They can't change because they have to show that not being able to support yourself is a crime. They have to show that. And you speak, and I know you respect the question absolutely, and you speak of the extreme right and the extreme left. I don't see the extreme left. Where is it? Anybody here a member of an extreme left party? I don't see it. And is the extreme left in France? I see the extreme right, and I see how they thrive on anger, on a discontent, on an alienation, and they say, of course, the person to blame is the poorest person next to you. The person to blame is maybe looks different. Maybe he comes from another country. That's the person to blame. And they rise when the soil is manured by this precarious work, by people's anger. And that's where they come from. And if we don't deal with it, then the extreme right will thrive because people get angrier and more hopeless and more afraid. And the extreme right thrives on fear. The left thrives on confidence. If you're confident, you say, yes, we can change things. Yes, we can get together. It's in our power, we can do this. So being fed little bits is a lot easier for me. I did add with some stuff, didn't I? The hospital scene several times, it was getting more angry, and I had to tone it down a little bit at one point. I think I was getting too angry. But yeah, I don't know what to say because I've never done this before, but this is probably the nicest way to do this. That's the interesting thing about the hospital scene, because in the morning when we discussed it and looked at it as it was scripted, there was a I think it was about a page and a half, wasn't it, for the hospital scene, when it was a proper old rant. And obviously with the amount of people that are in you know, because the room's a lot smaller than what it looks on the screen, you get that. So, and there's a lot of people that are packed in, so it's really on top nerve-wise to try and get all that out of the way that you want to do it. But you kind of pick the key moments out, didn't you? And when you got the flurry going inside, you just blitzed it, absolutely blitzed it. And I think it is the take that's been used in the film. When we cleared shot, I actually broke down in tears because I realised how powerful what Deb had just done actually was. It was honestly outstanding, Deb. You should be really proud. Thank you. And Katie, they were both lovely to work with, but Katie carried a secret for part of the film that and I was absolutely terrified for what she was going to come out with because of the surprises. Maybe Katie could tell you. On the rest, please do. I got a little bit of a script, but Chris and Debbie didn't, and honestly, just reading the script, I was crying already, and then
when I actually done the shoot, that was real tears. I was so sad that that happened. So. Real tears from us too. And what about the graffiti stuff? Maybe tell me a wee bit how you prepped for that. That made you laugh when you did all the prep. Of having to decide who needs to get what benefit. So it cuts a lot of bureaucracy out. But in the end, it's a sticking plaster. I think for that to exist in a free market economy, it's a sticking plaster because the essential contradiction remains, even with the driverless cars, because the corporations, the big companies, have to make their profit somewhere. If they remove a large part of labour, they'll make a big saving to begin with, but then the next stage, when they've all done that, how are they going to beat the competition then? Meanwhile, we're buying all our goods using fossil fuels at a time we're destroying the planet. So they're caught in endless contradictions. They solve one problem and another contradiction arrives. And in the end, we have to look at structural change, common ownership, planning, balancing our use of the world resources so that we can live sustainably alongside each other without ripping each other off. And until we deal with that, one contradiction will lead to another and further disasters. Voilà, donc c'est la fin de cette conférence de presse Sorry We Missed You de Ken Loach. Donc pour récapituler, il y a eu la présentation de la famille du film. Je récapitule parce que la conférence, comme vous l'avez entendu, était en anglais. Il y a eu la présentation de la famille du film, donc Chris Hitchen qui interprétait le père, Debbie Honeywood la mère, Rhys Stone l'adolescent et Katie Proctor la petite fille. Ken Loach a ensuite évoqué le film avec son lieu de tournage fétiche entre guillemets puisque c'était à Newcastle. L'équipe avait adoré Newcastle avec son précédent long métrage Daniel Blake et donc a souhaité y retourner. Ensuite, Paul Laverty a parlé du quotidien difficile des millions de chauffeurs-livreurs en prenant des exemples comme les auto-entrepreneurs et la société Amazon. Et donc ça a été le point de départ de l'histoire de ce film. Il a rencontré plusieurs chauffeurs-livreurs. Ken Loach pense, lui, que les choses vont continuer à se détériorer dans la classe des travailleurs au Royaume-Uni. Ken Loach évoque la politique, la vie au Royaume-Uni suite à une question sur le Brexit dans la salle. Debbie Honeywood, Chris Hitchen et Katie Proctor ont évoqué la manière du tournage de Ken Loach, qui est assez particulier puisqu'il tourne dans un ordre chronologique des séquences et du script scénario. Voilà. Ken Loach a évoqué également l'idée intéressante du salaire universel minimum au Royaume-Uni. Voilà. Et ensuite, ça s'est terminé sur une petite anecdote dans la salle. C'est moi, Daniel Blake, c'était son dernier film qui a été à Cannes il y a quelques temps. Ce film devait être le dernier de Ken Loach, c'était lui qui l'avait affirmé, et là on le revoit aujourd'hui en 2019 pour ce nouveau film Sorry We Missed You. Voilà, donc on espère qu'il reviendra pour un autre film encore, Ken Loach. Alors, je vous propose d'écouter quelques extraits de la conférence du film Rocketman auquel nous avons assisté. Film de Dexter Fletcher qui raconte la vie hors du commun d'Elton John, le chanteur international. All right, let's stop talking about it. I got a bit emotional. It was one of the best days of my life. We have. Are you sure? You know, and the response has been so wonderful, and for me personally, thank you so much to everyone that said nice things. You've made a young man from Aberystwyth incredibly happy, and you've made a 72-year-old rock star even more happy. So thank you so much. Congratulations on the movie, I enjoyed it a lot. I have a question for Taron Egerton and Dexter Fletcher. Did Elton give you celebration? That doesn't mean that we've sought to deify Elton or make him flawless or perfect. We wanted to tell a human story. Elton is an extraordinary human being, but he's still a human being, and so that's why you see the troughs as well as the peaks. It was a risk on many levels, and we have been very fortunate in that we've had
a very brave studio worked with us to achieve that, and we are so proud. And you know, Elton, not a lot makes him blush, so you know, he's very at peace with us telling the story in that way. Yeah, he was always very clear from the beginning when I first read the script and when we first started discussing it. He's very clear that he didn't want it to be self-serving. There's no upside for him in that, and he's always been very clear and honest and open about who he is, and the film attempts to reflect that and be a part of that as well. And so I think that's one of its great strengths, is that it's not hidden, and that's why it's so full of this kind of joy and joie de vivre, you know, this kind of lust for life almost, really. That's what he's trying to communicate and be a part of that. And where he was like, don't, you know, if it serviced what the film needed and wanted to be at any particular time, then that's where we went. And he backed off and let us play. He let us tell the story. And that has always that has made it feel very important to me. In terms of preparation, you immerse yourself in his music, and the invaluable thing, and this echoes what Bryce was saying, my great privilege and my great fortune was that I was able to spend a lot of time with him and talk to him about anything. I prepared by being with him largely, and having that wonderful privilege of being able to know everything, because you really can ask him anything. He's so much. Is the greatest triumph we could hope for, and so whilst I'm not going to tell you exactly what Elton's been saying in my ear, I will tell you that I'm very proud to say that I think he's really pleased. I got a question over there. What you hear happening there and then, and it's very rare to have that privilege, and it's why it's so fantastic. So great. Okay. And kind of look like what really happened, but be our own reimagining. I think yeah. Question. Sorry. No, it's fine. I mean, it couldn't be a better answer, really. I mean, you know, when you are faced with. I came aboard the project relatively late, and so they had been rehearsing, and they really, like, the movie was happening, and I showed up kind of not knowing what to expect. And in one room people are dancing, in another room people are singing. You know, it's like you're like, oh, this is a proper musical. And then within that there is, you know, there is the text, and this is based on a real human being who, like we talked about before, is alive and well, and will be seeing it. And yeah, I know. And I think something really beautiful happened, which is there was a really clear sort of like passing of the baton to Taryn. And so when we were on set, even when we were in rehearsals, I was going to Taryn and Dexter with a lot of questions. And of course, speaking to people who know Elton intimately and knew Sheila and observed their dynamic. But it really was this kind of extraordinary thing, because he had you guys have such an intimate friendship. He had shared so much with you that even just one-on-one, me and Elton, we wouldn't have never gotten to that place. So it's I mean, there were not things said directly to me because that wasn't necessary, you know. And no one wants to talk shit about their mother. In the script, he serves this purpose, which does spur on different moments in Elton's life. So kind of, it was the part. So I had to do. He has this charm and charisma, and was kind of famous for that in terms of people knowing him, of what kind of man he was. But yeah, in terms of trying to structure it, that was the script, and that was the part. But also, I mean, Richard, you know, what he brilliantly does is he doesn't play the bad guy. He doesn't play the bad guy. That's the thing. And the way Richard and I approached it is that at the start of the story, we're getting people to produce their best work, and that means affording us the space to do our thing, and trusting us, assembling the team that they wanted, trusting that we would use our best taste and our best judgment and all of our integrity and passion to make something that would be a triumph and something to be proud of. And in terms of me and him, you know, David and Elton really allowed me into their lives, and you know, my girlfriend and I
spent a lot of time with them. We went to stay with them for a few days just before we started filming. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse concernant le film Rocketman de Dexter Fletcher, qui était donc hors compétition, à préciser, et un film de 2 heures et 1 minute. La conférence était animée par Didier Alouche. Alors il y avait Bryce Dallas Howard, Taron Egerton et Richard Madden. Elton John, qui avait participé hier jeudi 16 mai au photocall, n'était pas présent ce vendredi 17 mai à la conférence de presse, c'est à noter quand même, il faut le savoir. Mais vous le voyez en image d'ailleurs. Dexter Fletcher a indiqué, suite à une question dans la salle, qu'il n'y avait eu aucune consigne d'Elton John sur cette biographie, ce biopic, ce documentaire. Hier soir, à la suite de la projection du film, Elton John était très ému et a essuyé quelques larmes dans la salle. Bryce Dallas Howard a ensuite, comme vous l'avez entendu, expliqué qu'elle avait intégré le film durant le tournage et elle interprète la mère d'Elton. Notez également aujourd'hui une table ronde organisée par le CNC sur la plage du Grès d'Albion de 15h à 17h intitulée Vers de nouveaux modes de financement du cinéma avec le producteur et l'auteur Dominique Boutonnat qui a d'ailleurs un rapport sur ce sujet. Ce soir au cinéma de la plage, sur la plage Massé près du Majestic à 21h30, projection d'un film surprise entre guillemets comme je vous l'annonce, puisque à l'heure où je vous parle, à l'heure de notre enregistrement, je n'ai pas le nom du film puisqu'il n'était pas prévu dans les programmes, donc surprise ce soir, voilà. Entrée libre dans la limite des places disponibles, transat et couverture sur demande. Alors concernant les célébrités présentes sur la croisette aujourd'hui, voici notre liste RVPB non exhaustive, je précise. Alors nous avions Jessica Osner, Pedro Almodovar, Antonio Banderas, Penelope Cruz, Nora Navas, Lina Koudry, Zara Boumanji, Zabou Brightman, Miles Taylor, Midge Costin, Adolfo Junior, Alix, Pipa Bianco, Eric Caravaca, Gilles Marchand, Jean-Paul Salomé, Laila Bekti, Alix Benezech, Didier Bourdon, Stéphie Selma, Catherine Corsini, Rossi de Palma, François Dezania, Ingrid Doé, Javier Espada, Hugo Gélin, Julie Glenn, Stéphanie Jessinger, Jean-Michel Jarre, Pierre Jolivet, Gérard Kraswick, Tom Leb, Daniel Lesovitz, Eva Longoria, Tin Mickelson, l'animateur de télé Nagui, Marisa Paredes, Xavier Rocher, Jean-Paul Salomé, Albert Serra, Jaï Tiltungers, Édouard Watts, Isabelle Giordano, Kenza Chaouchiche, Adolfo Junior Alix, Magali Payen, Cyril Dion, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nissen, l'actrice de Clem Lucie Lucas et pour finir Luc Jacquet. Voilà, et pour quelques compléments, comme vous le voyez, notre journal aujourd'hui était en photo et en images, en vidéo, avec des visuels et notamment des infos sur les films du jour, les synopsis, casting. Tout ça bien sûr copyright Festival de Cannes. À demain pour un prochain journal du Festival de Cannes sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals. C'était Jérôme pour RVPB.